voudrais qu'on accueille Christine Aignan, qui est députée En Marche de Hauts-de-Seine. Madame la députée, si vous voulez bien prendre place. Vous êtes membre de la Commission des affaires économiques et des affaires européennes et vous êtes rapporteur du RGPD précisément, donc vous êtes une experte du règlement général de protection des données. Parce que je me rends compte que finalement on n'a même pas défini l'acronyme règlement général de protection des données européen. Nous avons un acteur direct à la fois par sa profession mais aussi parce qu'il se trouve qu'il est un des vice-présidents de Syntec, Jérôme Siméon, le patron de Capgemini en France. S'il vous plaît. À la fois consultant des entreprises bien sûr qui apporte des solutions mais lui-même concerné par sa propre entreprise, Jérôme Siméon. Et puis alors on va avoir un acteur parce qu'il est fournisseur de données, il engendre des données bien sûr, il en crée, mais il doit aussi les gérer à travers l'exemple particulier de la santé, on l'a cité, et en l'occurrence l'AP-HP, l'assistance publique des hôpitaux de Paris, Laurent Tréluyer qui en est le DSI, le directeur informatique. Merci infiniment d'être avec nous ce matin. Prenez place si vous voulez bien. Et nous attendons dans quelques instants, il viendra compléter ce débat. Il est là. Il est là, formidable. Si vous voulez bien, Gaspard, par où vous voulez. Gaspard Koenig, philosophe, Génération Libre. Bonjour Gaspard, merci infiniment. Merci. Là-bas, non là c'est moi ça, si vous voulez bien. Mais, voilà, Gaspard Koenig qui nous a rejoint et qui est un de ceux qui ont lancé un pavé dans la mare, en tout cas animé le débat, je dirais, oui, merci. Depuis que ce débat sur les données est lancé et il n'est pas nouveau bien entendu. Alors, mesdames et messieurs, vous avez tous, ou si vous ne l'avez pas, vous le fournirez, un micro. Je compte sur vous pour nous nourrir en questions SMS. À la fin du premier tour de table, on essaiera de visionner ces questions et puis de commencer à répondre. Et puis peut-être vous-même depuis la salle, j'ai des micros ici, j'essaierai de vous les fournir. Alors, on va commencer, si vous voulez bien, avec vous, Madame le rapporteur, Madame la députée. L'Assemblée nationale a adopté en première lecture, il y a tout juste une semaine, ce projet de loi relatif à la protection des données personnelles. Vous en êtes le rapporteur. Quel était le premier objectif que s'était fixé le Parlement avec ce texte, d'une portée qui est censée être nationale, mais aussi s'inscrire dans la RGPD? Alors, ça fonctionne, allez-y. Ça fonctionne. Oui, donc d'abord merci de m'accueillir. Donc rapporteur avec deux autres rapporteurs, donc Paula Forteza pour la Commission des lois et puis Alban Gaillot pour la Commission des affaires sociales pour tout le volet santé. Donc c'est un gros texte donc, qui justifiait quand même qu'on soit plusieurs à s'y intéresser. Donc du point de vue du législateur, bon, ce texte, c'est un texte il a fallu 10 ans pour le mûrir. Il nous vient donc de l'Europe, ce qui est un point extrêmement important pour son fonctionnement. Et c'est un texte qui est d'abord pour moi un texte sur les libertés du XXIe siècle. On a parlé beaucoup de données, on a parlé, qui sont aujourd'hui partout dans les objets, des données qui nous suivent. Donc c'est une question de droit à la vie privée, mais c'est aussi dans un espace de liberté, du droit à entreprendre. Donc effectivement des conflits possibles entre un certain nombre de droits extrêmement importants et qu'il faut arriver à équilibrer. On peut considérer, donc ça c'est votre vision de la RGPD, du règlement lui-même, et la loi en France est donc la déclinaison nationale du RGPD. Alors, une déclinaison pour un règlement, c'est un petit peu bizarre, puisque normalement un règlement est d'application directe. Bon, il se trouve que ce règlement est un animal un petit peu mixte entre un règlement et une directive, et qu'effectivement il permettait une possibilité d'adaptation sur une cinquantaine de points. Alors, le gouvernement français, heureusement, a choisi de rester le plus fidèle possible au texte et de minimiser donc ces adaptations. Ce qui est quand même, je pense, une bonne option, puisque l'intérêt quand même, c'est d'avoir un texte qui va s'appliquer de manière uniforme sur le continent pour pouvoir effectivement faire en sorte que ces données circulent de la manière la plus fluide possible, que nos CNIL puissent travailler de la manière la plus harmonieuse possible également. Fluidité, capacité de maintenir l'innovation, mais protection de la vie privée, c'est l'enjeu. Alors, dans le texte, vous avez fixé une majorité
Oui. On parle beaucoup de majorité, on a parlé d'un âge pour la majorité sexuelle récemment, mais là il y a un autre débat que vous avez eu, c'est la majorité numérique, et vous l'avez fixé à 13 ans. Qu'est-ce que ça veut dire? La majorité numérique dans le texte n'a pas été votée à 13 ans. J'ai fait effectivement une proposition personnellement à 13 ans parce que c'était une des adaptations possibles. Pourquoi et quel est l'esprit de cette proposition? Alors, l'âge pouvait être modulé entre 13 et 16 ans. Pendant très longtemps, l'âge fixé a été 13. Bon, il est passé à 16 ans en fin de discussion. Bon. Moi, je me basais, en proposant 13 ans, sur la réalité des faits. Aujourd'hui, les enfants ont des smartphones dans la main extrêmement tôt. À partir du moment où les parents leur donnent cet outil, bon, il est très difficile de contrôler ce qu'ils en font précisément. Donc, ce qui est très important, c'est l'éducation. Il faut que très jeunes, les enfants comprennent les enjeux, les risques. Et en plus de ça, lorsqu'on discute avec les entreprises, on se rend compte qu'il sera quasiment impossible ou très difficile pour elles de contrôler l'âge effectif de l'adolescent qui va accéder à leur service. Donc 13, 15, 16, de toute façon, c'est une diversité qui va complexifier les choses. Mais arrêtons-nous quelques secondes sur ce débat que vous avez eu dans la commission, parce qu'il n'est pas anodin. L'idée, c'est à quel moment on fixe la capacité de consentement de l'individu au traitement de ces données. Mais est-ce que c'est pas finalement chimérique de dire, parce qu'on saurait, est-ce que c'est pas la démonstration, parce qu'on ne saurait pas trouver les outils techniques pour bien pouvoir identifier, finalement on la met un peu plus tôt, dès que la personne est capable d'utiliser un smartphone de façon puissante, c'est-à-dire 12-13 ans aujourd'hui. Est-ce que c'est pas une preuve je dirais d'impuissance, pardon, mais de l'avoir tenté de le fixer à 13 ans et pas à 16? Non, pour moi, c'est pas une preuve d'impuissance. Je dis il faut que les enfants soient... Parce qu'à partir de cet âge, c'est l'âge à partir duquel les parents ne doivent plus donner leur autorisation. Aujourd'hui, vous avez 75-80% des enfants de cet âge-là qui ont déjà leur appareil. En plus, si vous faites des tests, vous vous rendez compte qu'un grand nombre d'entre eux sont capables de tricher sur leur âge. Donc, c'est pour ça que vous le vouliez ou non, ce qui est important, c'est de les éduquer progressivement pour qu'effectivement, ils puissent être autonomes par rapport à ces questions. Et alors donc, j'ai insisté un peu sur ce débat parce qu'il est un de ceux qui occupent les esprits, ou qui en sont caractéristiques en tout cas, des sujets auxquels le public est confronté. Alors, il reste qu'il va y avoir un débat technique sur les outils, mais sur la capacité de médiation. Et là, vous avez participé évidemment à ce débat en proposant deux dispositifs de médiation coordonnés avec la CNIL. Un qui concerne les relations entre particuliers et entreprises et un second qui vise les relations entre les entreprises et les responsables, les sous-traitants. Alors, parlez-nous un petit peu de ces deux aspects, s'il vous plaît. Alors, effectivement, cette possibilité de médiation n'était pas prévue dans le texte. Je l'ai proposée aussi pour effectivement à la fois faciliter la vie des entreprises et proposer un outil supplémentaire aux régulateurs. Alors, le constat est qu'aujourd'hui, donc, les entreprises vont devoir établir entre elles des contrats, qu'ils soient responsables de traitement ou sous-traitants, pour se mettre d'accord ensemble sur la manière dont ils vont se répartir les responsabilités, les partager. Voilà. C'est quelque chose qui ne va pas être simple et qui risque d'amener au fur et à mesure de la vie d'un contrat un certain nombre de discussions entre ces entreprises. Donc pouvoir passer, comme sur d'autres sujets, par une étape de médiation autour d'un contrat peut être un outil qui peut désengorger d'autres structures et amener aussi les entreprises à travailler en bonne intelligence sur des sujets qui sont extrêmement importants. Il y a une telle quantité de questions SMS qu'on m'a déjà envoyé les premières alors qu'on devait le faire un peu plus tard. Ça va un peu vite parce que du coup je ne vais plus les mémoriser, mais il y en a une. Et donc ça c'est le point donc, entre entreprises et également entre particuliers
et plateformes, puisque les droits du citoyen et du consommateur vont en progressant, et que ça peut de ce fait amener aussi un certain nombre de conflits avec des entreprises et des plateformes. On pourrait presque, on va revenir sur ces deux propositions, mais on pourrait presque ouvrir le débat d'emblée sur la question qui a été posée là, qui vous est posée. Pourquoi la loi française est presque plus stricte que le règlement européen? Question qui vient d'être posée par la salle. Pour moi, elle n'est pas plus stricte. Le règlement européen aujourd'hui, j'ai expliqué que le gouvernement français n'avait pas souhaité donc mettre en œuvre un certain nombre d'adaptations. Donc pour moi, le RGPD n'est pas plus strict. Alors je propose. Donc quelqu'un pourrait peut-être préciser sa question. La personne qui a posé cette question nous fera signe tout à l'heure et on lui proposera un micro pour qu'elle puisse intervenir. Un mot de commentaire, Madame la Présidente, sur les suggestions du Parlement à ce stade, où je vous laisse laisser réagir les autres intervenants avant de prendre la parole. Oui, je vous en prie, Isabelle Falck-Perrotin. Je crois qu'on a extrêmement bien travaillé avec le Parlement sur justement cette élaboration de la loi française. Comme l'a dit Madame Aignan, en fait on n'avait pas besoin effectivement de loi française puisque c'est un règlement, mais on en a quand même besoin pour une chose fondamentale, c'est la procédure de coopération qui va exister entre les CNIL. Parce qu'il faut bien que vous réalisiez que le régulateur national qu'est la CNIL devient régulateur de réseau. C'est-à-dire qu'il entre dans une coopération qui est quand même assez obligatoire avec ses homologues européens. Et donc toute cette mécanique de coopération entre les autorités européennes et qui aboutit à la possibilité d'avoir une codécision à 28 autorités sur un cas transfrontière, toute cette mécanique, elle doit se traduire par une loi nationale qui nous raccroche finalement, qui raccroche notre procédure à la procédure européenne. Donc je remercie beaucoup les parlementaires d'avoir travaillé rapidement parce que pour nous, en tout cas, la date du 25 mai est une date, je dirais, assez butoir sur le plan de cette coopération entre les autres autorités, avec les autres autorités européennes. Alors, il y a une question qui est venue, qui est comment le ministère de la Culture va permettre, par exemple, l'acculturation des enfants, des jeunes. On est entré dans cette problématique de l'accès très tôt aux données. Est-ce qu'il y a un travail qui est fait, par exemple, avec le ministère de la Culture pour qu'on sensibilise les jeunes à la maîtrise de leurs données? Il y a déjà beaucoup de choses qui sont faites au niveau du ministère de l'Éducation, puisque les enseignants, les écoles s'emparent du numérique. J'étais hier avec l'inspectrice de ma ville, donc, qui suit les écoles primaires, et c'est un des sujets qu'on a abordé. Aujourd'hui, c'est presque dès l'école maternelle que les questions se posent. Alors, je vais passer la parole à Jérôme Siméon. Je rappelle que vous êtes le président de Capgemini en France. Le périmètre, rappelez-nous, parce que vous êtes leader du marché aujourd'hui de Capgemini. Ça fonctionne. Le retour son est surprenant. En deux mots, donc Capgemini est effectivement aujourd'hui le leader de ce qu'on appelle les ESN en France, membres du Syntec numérique. Donc j'interviens à deux titres finalement, un titre en tant qu'entreprise, donc concerné en tant que responsable de traitement, et puis en tant que sous-traitant, puisque nous sommes amenés, nous Capgemini, à travers nos activités, à être sous-traitants pour un certain nombre de nos clients, donc sous ces deux casquettes. Alors, l'aspect le plus important pour vous, c'est qu'il faut qu'on ait une prise de conscience sur la notion de responsabilité, mais de responsabilité collective et individuellement, c'est-à-dire dans la chaîne des responsabilités. Développez-nous ce concept. C'est très important. Alors, peut-être en deux mots d'abord, pour revenir sur quelque part l'impact pour les entreprises. De quoi parle-t-on? Donc en simplifiant un peu, mais on a deux éléments importants. Le premier, c'est que ça va obliger les entreprises, donc les responsables de traitement, déjà à identifier où sont leurs données dans leurs applications, en termes géographiques, en termes d'entité, etc. Ce qui est d'ailleurs aussi une opportunité, parce que c'est l'opportunité de comprendre quel est leur patrimoine informationnel et comment le valoriser. Et puis, un deuxième élément impactant,
qui est de comprendre quelles sont les personnes ou les acteurs qui vont pouvoir avoir accès à ces données, pendant combien de temps, sur quelles applications, etc. Chaque entreprise doit faire ce travail. Chaque entreprise doit faire ce travail, ce qui est d'ailleurs là aussi une opportunité, parce qu'en se posant cette question du pourquoi, ça va amener aussi à se poser un certain nombre de questions saines sur la sécurité et les éléments de sécurisation des données pour les entreprises. Pardon, mais votre sentiment, vous qui avez une vision sur le marché en France, de l'état de la sensibilisation des entreprises à cette nécessité, est-ce que tout le monde, est-ce que tous les chefs d'entreprise ont compris, alors que tout le monde est dans l'ère du numérique, que c'est indispensable et qu'il faut y aller? Alors, je pense que la prise de conscience est en cours, c'est-à-dire qu'effectivement, comme Monsieur le ministre l'a dit ce matin, les grandes entreprises ont effectué cette prise de conscience. Il y a ensuite tout un travail à faire, donc qui est le travail qui est évoqué par Madame la Présidente de la CNIL, qui est le travail que nous faisons au sein des syndicats comme le la sensibilisation PME et voilà, des TPE. Travail qui est relayé par la BPI également, donc il y a tout un travail de prise de conscience et à cet égard, l'histoire n'est pas finie, pour reprendre le titre de la table ronde, puisque aussi bien au travers du contenu que du rythme auquel finalement on va être capable d'absorber en tant qu'entreprise la mise en place de ce nouveau règlement, l'histoire est loin d'être finie. Si je reviens à votre question initiale, pardon pour la digression. Je vous en prie, c'était important de passer cette exigence. Effectivement, je pense qu'un des éléments, donc vu de ma fenêtre, à la fois finalement en tant que responsable de traitement et sous-traitant, un élément majeur, c'est le principe de accountability et le principe de conformité. C'est-à-dire que quand on regarde, il y a beaucoup de choses qui existaient déjà, vous l'avez rappelé, la loi de 78, directive de 95, etc. Mais l'élément qui est vraiment structurant, c'est le principe donc de responsabilité, accountability, j'essaie de le traduire à peu près bien, qui fait que quelque part, on va demander à chaque acteur de la chaîne, que ce soit le responsable de traitement, le sous-traitant ou d'ailleurs, ça a été rappelé, l'usager final, de prendre sa part de responsabilité eu égard à la problématique de protection des données personnelles. C'est un élément structurant parce que cette capacité dans la mise en œuvre à faire en sorte que chacun prenne bien sa part de responsabilité va être, je pense, un élément extrêmement important sur la réussite de la mise en œuvre du RGPD. Je m'explique. À travers un exemple, c'est que si responsable de traitement, c'est-à-dire si par exemple moi en tant que responsable de traitement, je cherche à me décharger complètement de cette responsabilité sur mon sous-traitant, quelque part on va introduire d'abord un biais, un déséquilibre dans la relation contractuelle économique, c'est ce que vous évoquiez à l'instant, mais aussi on va quelque part dévoyer le fond de ce qu'on essaye de faire collectivement à travers cette initiative, puisque on va avoir un des éléments de la chaîne qui ne va pas assumer cette responsabilité, qui va d'ailleurs, à un moment donné, ça va probablement se retourner contre elle, parce qu'il ne va pas pouvoir non plus tirer pleinement profit des opportunités. Et puis, in fine, c'est quand même lui qui emportera la responsabilité, parce qu'en termes d'image, s'il a un problème, c'est lui qui sera impacté. Mais c'est un point important, parce qu'aujourd'hui, on voit à travers un certain nombre de cas concrets, effectivement, cette tentation, je dirais, de reporter sur l'autre la part de responsabilité qu'on devrait prendre. Pardon de la comparaison, mais il y a une nouvelle réglementation de sécurité dans les entreprises, d'obligation de sécurité collective par exemple. Bon, je fais appel à un prestataire spécialisé, il met en place le dispositif technique, tout va bien. Bon, là vous dites qu'il faut aller beaucoup plus loin. Il faut sensibiliser ses équipes, sinon, au fond, on est dans ce que vous appelez l'illusion de la conformité, ou de la mise en conformité. Complètement. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Ce que je veux dire, c'est que, alors encore une fois, la mise en place du RGPD fait que le sous-traitant a plus d'obligations, mais le responsable de traitement aussi. Et que si au final, l'un des maillons de la chaîne, que ce soit le sous-traitant, le responsable de traitement, ou même d'ailleurs l'usager final, cherche à se décharger sur les autres parties de la responsabilité, on aura d'un point de vue technique une très belle réglementation, mais on n'aura pas atteint l'objectif premier qui est d'assurer de bout en bout la capacité, ça a été très bien dit ce matin en introduction, à maîtriser cette chaîne de l'information. C'est là où nous avons tous un rôle à jouer, que nous soyons acteurs, régulateurs ou même usagers final en tant qu'individu. Alors, une des obligations du régulateur, c'est de répondre à ces mandats immédiats, opérationnels, et Madame Felperotin doit nous quitter dans un peu plus de 6 minutes à peine. Et donc, je voudrais qu'on en vienne vite au second point,
qui pour vous est important, c'est que dans ce contexte, il y a la chaîne de responsabilité, où chacun doit jouer son rôle, et puis il y a le dialogue avec le régulateur. Et ça, pour vous, c'est pas gagné encore. Enfin, expliquez-nous ce que vous voulez dire. Alors, c'est pas gagné, c'est un élément essentiel. Enfin, d'abord, moi, je tiens à saluer l'action qui a été menée par la CNIL, d'abord parce qu'il y a des signaux positifs qui ont été envoyés vis-à-vis des entreprises sur quelque part la progressivité dans la façon d'aborder les contrôles à travers des mesures concrètes que vous avez annoncées, comme par exemple pour les entreprises qui auront avant le 25 mai accompli les formalités, la possibilité de ne pas avoir à faire l'analyse d'impact sous réserve qu'elle ne modifie pas les traitements. Donc il y a des choses très concrètes d'abord qui ont été faites de ce point de vue-là. Donc ça, c'est un premier élément important. Deuxième point que je souhaite souligner et saluer, c'est aussi l'écoute de la CNIL. En tant que Syntec numérique, nous avons eu l'occasion d'échanger beaucoup avec la CNIL sur un certain nombre de sujets. Pas toujours en plein accord, mais de façon très constructive et qui a, je pense, des deux côtés produit des bénéfices. Donc ça, c'est je vais dire le verre à moitié plein. Je suis devant un verre d'eau en plus. Après, là où je pense qu'on a un enjeu collectif, c'est que nous devons continuer dans cette voie-là, parce qu'on a un certain nombre d'enjeux devant nous, donc sur ce dialogue, et en particulier en regard du point que vous évoquiez à l'instant, qui est aussi la problématique d'harmonisation. C'est-à-dire, nous, entreprises... En Europe. En Europe. Un parmi 29, enfin, en l'occurrence. Un parmi 28. Je ne sais pas si vous comptez les Anglais ou pas. Mais effectivement, nous, entreprises, que nous soyons grands ou petits, en France, nous avons beaucoup d'entreprises internationales. Capgemini en est une, mais il y a plein de petites entreprises aujourd'hui qui s'exportent très bien. Et l'une des difficultés que nous pourrions avoir, c'est d'être confrontés à 27, 28 référentiels différents. Et là, on a ensemble un enjeu fort, parce que, et pour le régulateur et pour les entreprises, on peut avoir quelque chose de très complexe à l'arrivée si ensemble on n'arrive pas à maîtriser ça. Et on peut là aussi finalement créer des freins à la réussite de quelque chose dont on a tous besoin. Ce qu'on voit bien, c'est que finalement l'Europe pourrait se tirer une balle dans le pied en faisant le contraire de l'objectif du RGPD, c'est-à-dire en faisant une législation certes collective, européenne, mais avec des déclinaisons locales, nationales qui seraient toutes tellement différentes que finalement on morcelle ce qui devait être un grand marché. C'est quand même la complexité. Comment vous répondez à cette objection? Il faut qu'on continue à dialoguer pour éviter cette morcellisation. Alors je crois que la morcellisation n'est pas entièrement vraie. Elle n'est pas entièrement vraie, c'est-à-dire qu'il y a toute une série de mécanismes, c'est justement ce que je disais il y a un instant, qui visent à aspirer au niveau européen un certain nombre de questions qui sont aujourd'hui traitées au niveau national. Je prends un exemple, les codes de conduite. Les codes de conduite qui sont aujourd'hui traités au niveau national, dès lors qu'en réalité ils ont une dimension transfrontière de par les acteurs qu'ils concernent, seront soumis à un mécanisme de cohérence au niveau européen. Donc, la difficulté que j'identifie dans le cadre juridique à venir, c'est que nous devons avoir, et quand je dis nous, le régulateur et les acteurs français, une stratégie d'influence au niveau européen très active, de manière à ce que la jurisprudence et les premières positions prises par l'échelon européen du système, c'est-à-dire le DPB, ne se calquent pas sur des pratiques qui ne sont pas exactement les nôtres. Donc ça, c'est un enjeu opérationnel absolument majeur dans les 2 à 3 années à venir. Vous avez des correspondants à Bruxelles de la CNIL qui permettront d'influer dans ce sens-là? Non seulement des correspondants à Bruxelles, mais on y est surtout nous très, très régulièrement. Mais ça, je crois qu'il faut que les acteurs français s'en rendent compte pour justement très vite, avec le régulateur national, fixer le niveau de référentiel que l'on souhaite et très vite porter ce référentiel au niveau européen pour fixer la doctrine européenne au niveau de ce que souhaite la CNIL, par exemple. Enfin, la CNIL ou les acteurs français. Vous dites aussi un mot, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire que là, il y a derrière encore des textes à venir. Et là, vous dites pas trop, parce que déjà le RGPD, ça va être lourd. Oui, complètement, d'autant que les modalités en plus sont encore floues pour un certain nombre d'entre elles dans les modalités d'application. Donc on a effectivement, là pour le coup en tant qu'entreprise, je pense un enjeu qui est déjà de bien faire
ce qui est juste devant nous et ensuite de construire en marchant. Et si on cherche tout de suite à atteindre une cible théorique parfaite, au-delà du coût, et il y a même un sujet de faisabilité. Ceci étant dit, là où je suis optimiste sur la suite de l'histoire, c'est qu'aujourd'hui, comme l'a souligné tout à l'heure, on a effectivement un régulateur qui est dans une logique de dialogue. Je pense que aussi avec le Parlement, il y a une certaine écoute qui fait qu'on peut être optimiste par rapport à ça. Maintenant, ça va être à nous tous collectivement de le concrétiser dans les mois qui viennent, d'où l'importance de continuer ce dialogue avec des instances comme la CNIL, comme Syntec Numérique ou d'autres. Comment un établissement comme la PHP a-t-il décidé d'aborder cette question du RGPD pour se mettre en ordre de marche? D'abord, je vous ferai une citation, c'est « Admis dans l'intimité des personnes, je tairai les secrets qui me sont confiés », qui me seront confiés, et c'est un extrait du serment d'Hippocrate. Donc, la notion de secret médical, c'est pas une nouveauté, c'est avant la loi informatique et liberté d'Hippocrate, et c'est un élément essentiel de la confiance entre le patient et le professionnel de santé. Et à l'hôpital, ça a été élargi à cette notion entre professionnels de santé, mais aussi à l'équipe de soins qui soignent, donc c'est pas que le médecin, c'est les médecins, les soignants, etc. Donc c'est un élément pour nous ancien, essentiel et qui est vraiment important. Alors la numérisation, alors, on est peut-être en retard, mais on l'a beaucoup développé, et ce qui nous pose des nouveaux problèmes, des nouvelles difficultés. À la PHP, on a un peu plus de 800 applications, 867 au dernier comptage, mais on a aussi tous nos internes qui, au moment de leur thèse, font des fichiers pour préparer leur thèse de médecine, et quand je dis thèse de médecine, il y a d'autres thèses de pharmaciens, etc., qui récoltent des données. Donc on peut avoir sur un établissement, on a 39 établissements, à un moment on a compté, on avait plus de 1000 traitements de données sur un seul établissement, si on les comptait tous. Donc la PHP, c'est 39 établissements qui sont principalement sur la région parisienne, j'ai dit plus de 800 applications. 8 millions de patients qui viennent chaque année, qui sont confiés à la PHP, et donc on met en place un dossier patient informatisé sur l'ensemble de l'AP, un entrepôt de données qui a été autorisé par la CNIL, donc différents éléments informatiques qui nous obligent à effectivement retravailler sur les RGPD. Alors il y a une question qui était intéressante, on met en place un portail patient. Un portail patient. On va donner un accès aux données patients. Alors, aux patients, une question pour les députés, à partir de quel âge je donne un login mot de passe à un adolescent pour qu'il aille lui-même accéder à ces données et que les parents n'y aient plus accès? Alors c'est une question que j'étais aux États-Unis la semaine dernière, et c'est une question qu'a posée une pédiatre américaine, et elle avait une réponse. Je vais voir si on peut près la même question. Oui. Mais c'est une des questions auxquelles vous, concrètement, vous êtes confrontés, Madame la députée. Alors, pour ce qui concerne les données de santé, l'âge prévu par la loi, c'est 15 ans. Et on n'y a pas touché dans le texte, hein. Donc pour moi c'est 15 ans, et finalement tout aura été aligné pour l'instant, puisque le texte doit encore passer au Sénat, donc sur 15 ans. Alors, la réponse de la pédiatre américaine, telle qu'ils l'ont mis en place, et les recommandations de la société américaine, c'est des 12 ans. C'est 12 ans. Au 12e anniversaire, on donne un login mot de passe. Les parents n'ont plus accès à partir de ce moment-là? Et les parents n'y ont plus accès. Alors par exemple, sur les rendez-vous, ils peuvent prendre un rendez-vous pour leur enfant, mais ils n'ont pas accès au rendez-vous, par exemple. Ils n'ont pas accès à l'ensemble des rendez-vous. Oui, bien sûr. Et ils ont accès, et les parents ont accès à tout l'historique, mais n'ont plus accès aux nouvelles données. Alors c'est un débat, hein, j'ai pas de, c'est une réponse, c'était dans le cadre d'un débat, dans le cadre d'un congrès. En tout cas, pourquoi? Parce qu'elle disait qu'à 14 ans, par exemple, il y a des demandes de pilules, et que ça doit être inscrit dans le dossier médical. Et il n'y a pas forcément un partage d'informations avec les parents, un besoin de, etc. Et donc, on voit bien que l'informatique, parce que finalement, quand on était dans un dossier papier, on n'avait pas ce problème-là. Maintenant, on a un dossier informatique qui est largement partagé. C'était un élément du débat, c'est largement partagé, beaucoup plus partagé qu'un dossier papier, dans nos équipes intérieures de l'hôpital, mais aussi avec les parents. Et on voit la notion de portail. Hein. Tout à l'heure, on disait, est-ce que les données sont accessibles aux patients? Oui, ils vont être donnés, mais c'est qui le patient et comment on le fait? On a aussi les problèmes sur les patients psychiatriques, les patients qui sont en prison, etc. Donc on a pas mal de sujets qui sont sur la partie. Au fond, ce que vous dites là, c'est que ces questions auxquelles vous êtes confrontés
santé ne sont pas résolus encore, par le règlement ou par la loi. Non, puis il ne faut pas forcément que ce soit la loi ou le Parlement qui les résolve. Je dis que c'est aussi la pratique, c'est aussi il faut aussi qu'on apprenne. Ce que je dis là, c'est pas il faut aussi qu'on avance en marchant. Sur la partie RGPD, on a donc au niveau de l'AP, effectivement, on a cette masse de traitement de données, on a cette masse d'informations médicales qui sont des données sensibles avec différents niveaux de sensibilité. Par exemple, les données génétiques n'ont pas le même niveau de sensibilité dans la loi que les données cliniques. Bon, discussion. Donc on a nous à créer des niveaux de sensibilité différents sur nos données personnelles de santé. Donc on a embauché une correspondante informatique l'année dernière pour nous préparer au RGPD et donc sur différents éléments. Donc là, elle va être déléguée à la protection des données. On travaille sur la gouvernance au sein de la science publique. Quelle gouvernance? Donc c'est sous l'autorité du directeur général et du secrétaire général. On a mis en place une commission habilitation et sécurité de la donnée. Et puis on travaille effectivement sur tous nos projets qu'on met en place, toutes nos nouvelles applications sur la partie respect de la confidentialité. Il y a un point auquel vous tenez beaucoup, c'est le droit à l'oubli. Vous dites qu'il faut qu'on travaille sur cette question aussi. C'est quoi l'enjeu là? Le droit à l'oubli, le sujet, c'est que la donnée, elle est produite par nos professionnels de santé, quels qu'ils soient. Ils en ont besoin dans le cadre d'une défense juridique. C'est-à-dire que si jamais ils sont attaqués, si on doit relire par exemple une radio 10 ans après, je rappelle que la loi c'est 10 ans après le constat d'une difficulté. Donc on peut très bien, un patient peut constater que par exemple, si je prends un cancer du sein sur une mammographie qui a été mal lue, on peut le constater 4-5 ans après, découvert d'un cancer, une mammographie, on va la garder. Est-ce qu'on peut détruire une mammographie? Si le patient nous a demandé de la détruire, ça pose un sujet. Donc là, la loi est bien faite, puisque la loi nous permet de dire c'est dûment justifié. Alors la notion de dûment justifié doit être précisée. C'est-à-dire que le droit à l'oubli dans la santé, c'est dûment justifié. Donc il faut justifier du pourquoi on le fait. Ça nous est déjà arrivé de le faire. On a considéré que par exemple des épisodes d'IVG d'il y a 25 ans n'avaient pas d'intérêt médical et qu'il fallait qu'on le supprime d'un dossier médical. Monsieur Tréluyer, la question que je vous pose au fond et que je pose aussi à Jérôme Siméon, c'est quel dispositif vous mettez en place? Ça représente quoi en termes de coûts, en termes de mobilisation pour l'entreprise ou l'organisation pour pouvoir répondre opérationnellement à toutes ces exigences? Et au fait, est-ce que vous réunissez un comité spécial qui crée votre propre code en quelque sorte? Comment ça se passe? Alors il y a bien effectivement, moi j'ai souhaité qu'on ait, le directeur général a souhaité qu'on ait une commission parce que c'est comme tous les points ne sont pas réglés par la loi et heureusement il y a des points de discussion et donc ça va être une discussion entre la direction des affaires juridiques, la partie médicale pour discuter d'un certain nombre de points et commencer à travailler et les faire avancer en prenant en compte évidemment toute la partie juridique. Mais c'est vraiment au niveau de la gouvernance autour de la donnée de santé qui doit être mise en place et qu'on met en place actuellement. Alors c'est très raccord avec la question SMS qui vient de la salle là, qui nous dit mais est-ce que fond l'enjeu majeur du RGPD, c'est pas un changement de paradigme, un changement de culture, d'approche apporté par ce principe que vous avez évoqué de privacy design et de responsabilité. Est-ce que là, on n'est pas entré dans une culture complètement différente? Jérôme Siméon. Je passe la parole à Gaspard Koenig. Je pense qu'il y a deux enjeux majeurs. Il y a un premier enjeu qui est effectivement celui-là. Je pense que c'est très bien formulé, puisqu'on voit que là on est sur un débat qui est un débat plutôt sociétal. Donc ça c'est l'enjeu, on va dire, vu du grand public. Après je pense qu'il y a un deuxième enjeu. Ce n'est pas parce que je représente une entreprise ou les entreprises de la branche que je tire la couverture, mais il y a un deuxième enjeu qui est pour le coup sur la capacité de mise en œuvre. Juste quelques points. Le premier, vous l'avez souligné, c'est que c'est une démarche qui, alors, de façon variable d'un secteur à l'autre, mais qui est onéreuse pour les entreprises. Il ne faut pas l'oublier. Dans le domaine de la banque, on passe de plusieurs centaines de millions d'euros pour une grande banque sur le coût de mise en œuvre. Donc derrière ça, ça veut dire qu'il y a non seulement l'enjeu de répondre à l'aspiration sociétale, aux aspects réglementaires, mais il y a aussi collectivement l'enjeu d'en tirer de la valeur. Ouais. Et donc pour les entreprises, ça va être de savoir aussi saisir les opportunités qui y sont liées et quelque part, ce que j'évoquais brièvement, mais dans une logique où la plupart des entreprises aujourd'hui sont sur le chemin d'une transformation digitale, c'est aussi une opportunité parce qu'on a besoin pour réussir dans cette transformation de maîtriser son patrimoine informationnel. Et il y a un deuxième enjeu qui est collectivement, je dirais de bout en bout,
de réussir ça, parce que ça a été souligné par l'intervention de Madame la Présidente de la CNIL tout à l'heure, mais nous avons, nous Européens, Français mais plus largement Européens, et entreprises européennes mais aussi citoyens européens, des enjeux économiques importants qui font que, quelque part, la suite de l'histoire, c'est qu'il faut qu'on réussisse. Alors, on a la chance d'avoir parmi nous Gaspard Koenig, qui, je le disais, j'ai appelé ça un pavé dans la mare, mais vous avez fait une proposition qui dénote, on l'a bien vu, par rapport à l'esprit général de la réflexion des législateurs européens, en tout cas de ce qui a été mis en place avec les RGPD. Vous êtes arrivé avec ce rapport de Génération Libre, votre think tank, que l'on qualifie rapidement de libéral, ce qui veut tout dire et rien dire, mais qui est un positionnement dans la société. Vous observez, vous analysez, vous faites des propositions. Et là, vous avez fait ce rapport, mes datas sont à moi. Quel est le pivot de votre proposition, en fait? Oui, libéral, ça veut dire quelque chose de très précis. Ça veut dire qu'on pense que le droit de propriété est quelque chose d'absolument fondamental. Et que l'extension du droit de propriété a accompagné toutes les grandes ruptures technologiques et sociales de l'histoire. Si vous prenez la paysannerie, d'abord, qui en accédant à la propriété a pu s'émanciper du servage, a pu vendre les produits de sa terre, la propriété terrienne, ça a été le cadastre. Le cadastre, ça a été des grands combats au XVIIIe et au XIXe siècle. Pour avoir un cadastre, c'était pas gagné. Il y a eu le droit de propriété, le droit d'auteur, réclamé par Beaumarchais en disant j'en ai assez qu'on me pique mes textes et qu'on les reproduise n'importe comment. Il y a eu le droit de propriété intellectuelle, les brevets au XIXe siècle lors de la révolution industrielle. Et il est parfaitement logique qu'aujourd'hui cette révolution numérique s'accompagnera, j'en suis absolument certain, d'un droit de propriété sur les data. Et le fait de dire aujourd'hui, d'être de cette illusion encore partagée sur votre scène par le ministre Majoubi qu'il y a une maîtrise sans propriété est profondément hypocrite et trahit une sorte de gêne face au droit de propriété qui est absolument incompréhensible. Le droit de propriété, il a été inventé précisément pour donner la maîtrise. Le droit de propriété, c'est l'usus, pouvoir faire ce que je veux de mes données. C'est l'abusus, pouvoir les détruire. Et donc là, le droit à l'oubli, il est compris dedans. Et c'est aussi, et ce qui n'existe pas aujourd'hui, le fructus, c'est-à-dire pouvoir, si je le souhaite, les monétiser et donc contractualiser mon engagement vis-à-vis des plateformes, au lieu d'avoir cette relation complètement léonine où je clique d'un côté, j'abandonne tout, et où de l'autre, j'ai un service gratuit mais qui est peut-être largement inférieur, et tout ça se chiffre à la valeur que moi j'apporte à la plateforme, pouvoir être rémunéré ou à l'inverse payer pour garder pour ne pas partager ses datas. Donc ce que je veux dire, c'est que le droit de propriété, il a un usage extrêmement complexe, et qu'aujourd'hui dire il y a de la maîtrise sans propriété, ça serait un peu comme dire aux paysans du XVIe siècle, en fait, vous voyez, le droit de propriété, le fait de vous enrichir, c'est un peu sale. Donc on va vous donner la maîtrise de votre terre, donc désormais vous saurez un peu où vont vos produits, mais on va quand même pas vous payer pour le travail que vous produisez, il ne faut pas exagérer. Parce qu'on va vous protéger contre vous-même et contre le mauvais usage que vous pourriez en faire. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. L'objection, c'est que la nature même de ce droit n'est pas tout à fait la même. C'est-à-dire que quand on est dans l'usage du droit droit d'auteur, par exemple, oui, on a produit une œuvre. Oui. Quand il s'agit d'une terre, on a produit du contenu. On est moins nombreux. Là, la notion de nombre et de données comme étant infiniment importante parce que personnelle, mais en même temps parmi tout un écosystème qui permet de créer de la valeur ajoutée, est-ce que c'est pas contradictoire? Non, pas du tout, parce que vous avez de la valeur ajoutée qui est créée par les plateformes, et c'est tout à fait normal qu'elle soit rémunérée, mais dans cette chaîne de valeur, le producteur de la matière première, qui est le producteur premier de la data, qui est lui qui donne son contenu sur Facebook, doit aussi être rémunéré. Aujourd'hui, Facebook, c'est 4 milliards de profits par trimestre. Les 4 milliards de profits par trimestre, c'est pas la technologie de la plateforme. C'est que Facebook, c'est aujourd'hui comme si l'inventeur du papier continuer à toucher les droits d'auteur sur l'ensemble des livres. Alors parce qu'il s'approprie le contenu qui a été produit. Et moi, ce dont je plaide, c'est que le contenu produit sur Facebook, mais aussi vos données de géolocalisation, mais aussi vos données de l'e-commerce, mais aussi vos données santé, etc., puissent dans une sorte de compte intelligent, vous puissiez vous les approprier, et ensuite décider vous-même, mes données santé, je les donne, c'est gratuit, c'est pour la collectivité, mes données de e-commerce, je veux me faire rémunérer, mes données, etc. Et pour répondre aux objections je voudrais tout de suite, parce que c'est le système, non, mais d'accord, mais le public est là, et le public, on lui a proposé des questions SMS. Bon. Droit de propriété, pourquoi pas, mais indisponibilité de ce droit, comme pour le corps humain, je ne vends pas mon corps, je ne vends pas mes datas. Ça, c'est le principe sur lequel, éthique et de droit, sur lequel ça repose aujourd'hui l'objection principale. Vous répondez quoi à cette objection-là? Non, mais je réponds que c'est d'abord un déni économique.
C'est un déni économique pour commencer, puisque ces données sont de facto monétisées aujourd'hui. Parce que quand elles sont agrégées sous forme de database par les plateformes, elles sont là soumises aux droits de propriété intellectuelle, et ces oligopoles peuvent ensuite trafiquer les éléments de votre personnalité, votre géolocalisation, etc. comme ils veulent. C'est pour ça que quand vous utilisez Waze, vous recevez des pubs pour les McDonald's suivant les villages que vous traversez. Et donc le droit de propriété, il est là précisément pour redonner aux gens la maîtrise sur ce qu'ils souhaitent partager ou non, et éventuellement la rémunération qui l'accompagne. Deuxièmement, on peut considérer, c'est le point qu'on a fait dans le rapport, que la donnée peut être considérée comme un bien meuble juridiquement. Alors c'est des longs développements juridiques sur lesquels je ne reviens pas, et qui est donc extérieur à la personnalité. Parce que vous savez, on peut dire que tout est une extension de la personnalité. On pourrait dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de droit d'auteur parce que c'est une extension de la personnalité, parce que les idées sont créées par le cerveau. Je réponds quand même aux deux objections qui m'ont été faites par Isabelle Falck-Perrotin. D'abord, l'argument économique de dire « Ah oui, c'est une relation déséquilibrée, on va être payé des cacahuètes ». D'abord, personne ne le sait. C'est pour ça qu'on a entrepris un deuxième rapport avec des chercheurs en économétrie pour essayer de l'évaluer. Mais surtout, à partir du moment où vous créez un marché, vous aurez des nouveaux acteurs qui vont apparaître qu'on ne peut pas anticiper. Et il est tout à fait probable que vous ayez des grands agrégateurs comme des syndicats de gestion de droits d'auteur qui apparaissent, qui réunissent des millions, voire des milliards de consommateurs et qui, eux, puissent négocier face aux GAFA. Et là, précisément, vous introduisez une concurrence très très forte dans le modèle du GAFA. Et donc, plutôt que de faire de l'antitrust par le haut, le droit de propriété permet par le bas de diversifier l'offre numérique aujourd'hui. Et deuxième objection stratégique, on va fragiliser l'Europe. Mais là, encore une fois, notre modèle, d'abord, est tout à fait dans le sens de ce que fait l'Europe depuis toujours, parce que c'est quand même l'Europe qui a inventé le droit de propriété et elle peut en être fière. Et que deuxièmement, ça va dans le sens du RGPD. C'est simplement la couche supplémentaire. Et je vous assure que pour voir les débats aux États-Unis aujourd'hui, où des gens font le même argument en disant data is labor, nous on dit data is capital. Mais bon, au final, c'est un peu la même chose. C'est nous devons être rémunérés par la valeur que nous produisons, pas parce que nous sommes d'horribles chercheurs de profit, mais parce que la possibilité même de la rémunération inverse les rapports de pouvoir et les rapports que vous pouvez avoir vis-à-vis des plateformes. Et je pense que dans 10 ans, ça nous paraîtra tellement évident que ces données doivent nous appartenir comme la Terre doit nous appartenir, comme les idées doivent nous appartenir, comme les brevets doivent nous appartenir, qu'on ne comprendra même pas comment on a mis autant de temps pour que cette question émerge. Christine Aignon, députée, qui vous répond, qui entre dans le débat. Bon, je souhaite répondre effectivement. Alors d'abord, je pense que ce débat doit avoir lieu parce que c'est extrêmement important et qu'il ne faut pas du tout escamoter les questions. C'est pour ça que j'ai voulu aller dedans. Voilà, donc effectivement, bon, quand on prend cette approche, on a quand même une approche plus américaine puisque les Américains lient tout ça au droit de la consommation. Alors moi, je vais aussi vous challenger à mon tour parce que d'accord, mes données m'appartiennent, mais qu'est-ce que sont mes données personnelles? C'est quand même une grosse question aujourd'hui, puisque une donnée prise de manière isolée peut ne pas être personnelle, mais à partir du moment où elle peut être recoupée avec quelque chose, peut devenir personnelle. Donc, suivant la manière dont on va l'utiliser, elle va être personnelle ou non. Donc, avoir un a priori, un postulat de départ disant oui, cette donnée est personnelle, ça va être extrêmement compliqué à écrire quelque part. Et ensuite vous allez, voilà, bien sûr, et vous allez être confronté à d'autres droits existants et qui ont aussi leur justification, le droit des bases de données. Prenez un exemple concret, une entreprise va mettre des capteurs dans un objet, donc elle va être quand même créateur d'un processus, inventer quelque chose, provoque de la valeur ajoutée et engendre des données qui vont sans doute donner des informations sur mon comportement, comment est-ce qu'on partage ces choses-là. Donc ce sont des questions extrêmement complexes qu'il faut débattre, mais là je trouve que c'est tranché de manière un peu catégorique et il faut aller beaucoup plus loin et je pense qu'effectivement plutôt penser usage, c'est certainement plus réaliste à vos yeux. Ouais. Jérôme Siméon, un mot peut-être, et Laurent Tréluyer, et réponse de Gaspard Koenig et question de la salle le cas échéant. On déborde, on est en retard, soyons clairs, mais ce sujet est tellement au cœur de tout ça que je prends un peu de temps,
on glissera un peu, mais on récupérera sur la pause et sur la table ronde suivante. Je vous en prie. En réaction rapide, trois points. Le premier, c'est qu'effectivement, ce débat mérite, comme vous l'avez souligné, d'être posé. C'est-à-dire, dans l'introduction, Godefroy avait indiqué que nous souhaitions au Syntec numérique associer à ce débat l'ensemble des points de vue. Et donc, ils sont là. Ils sont là, voilà. Et ils méritent d'être écoutés. C'est un premier élément. Deuxième élément, c'est que on a quand même une difficulté importante qui est la complexité du sujet. On pourrait broder dessus. Hein. Faut-il l'inscrire aux actifs des entreprises, parce qu'on parle des données personnelles. Mais vous, par exemple, qui êtes un acteur direct, vous avez une religion sur ce sujet? Je me garde d'avoir une religion sur ce sujet. Je reviendrai pour mon troisième point. Je vais l'associer à ce que j'évoquais, qui est le principe d'accountability. L'un des éléments structurants et importants dans la mise en œuvre du RGPD, indépendamment de ce débat déjà, c'est le fait que chaque acteur, quelque part, prenne sa part de responsabilité. Mais ça montre aussi quelque chose, c'est que chaque acteur est contributeur dans la création de valeur associée à la donnée. En fait, les deux vont de pair. Et donc ça pose, quelque part, par rapport à ce débat, la question que vous évoquiez, qui est comment quantifie-t-on, qualifie-t-on, répartit-on cette valeur? Je ne dis pas que c'est impossible, je dis que c'est complexe, et pour le coup, je reviens au point que j'évoquais tout à l'heure, qui est nous sommes devant quelque chose qui est un enjeu important pour l'ensemble de l'écosystème, qui a quand même, qu'on le veuille ou non, je pense que mon voisin peut en témoigner, requiert certains investissements et une certaine complexité de mise en œuvre pour les entreprises. Donc moi, si j'avais une religion, ça serait plutôt réussissons la première étape. Ce qui n'empêche pas de débattre de ce qui pourrait constituer des étapes ultérieures, mais réussissons la première étape et ensuite avançons de façon pragmatique. Laurent Tréluyer. Sur les données de santé, on a un sujet, est-ce que finalement la donnée appartient à celui qui produit l'acte intellectuel, donc le médecin, ou celui qui en est l'objet, le patient? Donc c'est la première question. La deuxième question, c'est, le deuxième sujet qu'on a dans les hôpitaux, c'est effectivement, on se sert des données de santé pour produire de la recherche académique, universitaire. Encore une fois, même aux États-Unis, je crois que les hôpitaux universitaires ne monétisent pas les données. Non, je vous assure, j'étais encore la semaine dernière et c'était un des débats qu'on a eu. Il n'y a pas de monétisation. Il y a eu des c'est pas les hôpitaux, enfin, on est d'accord. Les hôpitaux, en tout cas, les médecins américains ne le font pas. Et la troisième chose, il y a toujours des limites. Vous avez effectivement, vos deux reins vous appartiennent, ça c'est sûr. Vous avez le droit de faire un don d'un de vos reins dans un certain nombre de conditions. Vous n'avez pas le droit de les monétiser en France. C'est le cas dans d'autres pays, mais vous n'avez pas le droit de les monétiser en France. Donc, je veux dire, il y a des limites. Voilà. Donc, ces données de santé, ça peut faire partie des limites. En tout cas, j'ai pas de réflexion sur le reste. Mais en tout cas, il y a des notions. La notion de propriété ne veut pas dire forcément complètement monétisée. Puisque de la santé, on l'a fait. On ne va pas pouvoir répondre à toutes ces objections, mais il y a une donnée de base, une question de base, c'est comment on fait techniquement. Et à ça, Jérôme Siméo répond, attention qu'on ne vienne pas finalement freiner l'innovation. Et puis il y a cette objection qui est faite là, qui est la réalité économique. Il y a une contrepartie déjà donnée à la fourniture de données. Hein. C'est la gratuité de service. Qu'est-ce qui resterait à rémunérer? N'oubliez pas ce qu'a dit, vous n'étiez pas là, mais Simon Chignard tout à l'heure. En Europe, globalement, on pense que oui, les données, ça peut valoir 500 € par exemple. Bon, aux États-Unis, la réalité de la chose, c'est 5 $. On est 100 fois moins. Donc, quelques mots de réaction et puis une ou deux questions de la salle et on clôturera cette table ronde. Gaspard Koenig. La première question, c'est... La première, c'est la faisabilité technique. Comment on fait sans bloquer tout le système et avec une petite rémunération un peu ridicule? Bien sûr. Alors, ridicule, j'y reviendrai. Mais bon, d'abord, ce que je dis là est le reflet d'un rapport de 150 pages avec des juristes et aussi, et ça va être intéressant pour la suite, des techniciens et des professionnels de la cybersécurité et de la blockchain. Et l'hypothèse qu'on apporte, mais ensuite, je suis sûr qu'une fois que ce droit sera créé, le marché va inventer toutes sortes de solutions qu'on n'aurait pas pu anticiper. Mais ce qu'on imagine, c'est un compte intelligent, qui soit un compte de données personnelles, un peu d'ailleurs sur le modèle de ce qui est en train de construire cette start-up dont le nom m'échappe tout d'un coup. Comment ? Non, la start-up que vous évoquiez tout à l'heure, pardon? Non, une autre. Bon, enfin. Je vois pas à laquelle vous faites référence. Mais et qui donc vous permet de vous approprier ces données. Et ensuite, sur ce compte intelligent, vous aurez, avec votre gestionnaire d'accès ou votre assureur, ou enfin la personne qui sera l'intermédiaire dans la gestion de vos données, vous aurez défini des termes contractuels en disant voilà, sur l'ensemble de mes données, voilà ce que je souhaite faire ou pas, voilà ce que je souhaite monétiser ou non. Voilà aussi les services auxquels je souhaite accéder sans partager mes données. À ce moment-là, c'est moi qui paye. Donc on retrouve des réactions de marché bilatérales, là où on a
quelque chose d'assez ambigu, ce triangle avec la publicité et qui vient vous retargeter pour faire fonctionner l'écosystème. Et donc, ce compte intelligent peut être ensuite alimenté en débit et en crédit de manière complètement continue. C'est-à-dire que même si la donnée vaut 1 millième de centime, elle peut être utilisée 1000 fois par jour. C'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, vous avez des applications qui coûtent 0,99 € et qui sont néanmoins extrêmement rentables parce qu'il y a des millions de personnes qui les utilisent. Et donc, c'est bien une économie qui est fondée sur le flux et sur la quantité de flux. Donc, même si la donnée a une valeur infinitésimale, la multiplication infinie de cette infinitésimale peut faire quelque chose. On ne sait pas encore combien. Il y a des gens qui donnent des chiffres par-ci par-là. Et c'est pour ça qu'on est rentré dans une seconde phase avec des économétristes pour essayer de chiffrer. Et j'avoue qu'on ne sait pas, mais on peut avoir des surprises, notamment aux États-Unis sur les questions de données de santé. Des scans médicaux peuvent valoir plusieurs milliers de dollars parce qu'ils sont aujourd'hui par certains tuyaux revendus à des industries pharmaceutiques, c'est-à-dire payés par le patient et revendus ensuite à l'industrie pharmaceutique, et donc le patient perd finalement 2 fois. Deuxièmement, sur les entreprises, est-ce que ça va nuire aux entreprises? Au contraire, à partir du moment, ça aura peut-être un coût pour les entreprises parce qu'elles vont devoir acheter la data, là où elles la pillent en un sens avec ces terms and conditions que personne ne lit et qui sont léonins, qui sont à dénoncer de toute façon. Mais une fois qu'elle en a pris possession, dans le respect des termes contractuels, elle en fait un peu ce qu'elle veut. Et donc je pense que vous allez avoir le choix entre une judiciarisation extrême des processus en multipliant les droits et les obligations type RGPD mais puissance 10, parce que c'est effectivement un problème que les données soient manipulées de manière aussi arbitraire, ou bien vous allez dire finalement cette décision, cet arbitrage que fait chacun entre son confort personnel et sa vie privée, au lieu de le faire au niveau du régulateur pour tout le monde et de protéger les gens contre eux-mêmes d'une certaine manière, je vais déléguer cette responsabilité à l'individu lui-même via un contrat, et ensuite l'entreprise pourra, dans le respect de ces termes contractuels, avoir plus de flexibilité finalement sur la manière dont elle utilise la data. Donc je pense qu'elles vont avoir, et on le voit bien, puisque par exemple un chercheur comme Lanier est aujourd'hui employé par Microsoft et peut tout à fait faire ses thèses publiquement et dans le cadre de Microsoft. Donc il y a une certaine partie de l'écosystème qui peut être tout à fait intéressée par cette option. C'est pas contre les entreprises. Enfin, sur la donnée ne vaut rien, bon, j'ai un peu répondu par la multiplication. C'est comme quand on vous dit le grain de blé ne vaut rien. Oui, mais la tonne de blé a un prix. Pourquoi la tonne de blé a un prix? Parce que le grain en a un, même si c'est un prix théorique. Et donc ça va être l'accumulation et le traitement de la donnée qui va lui donner un prix, même si l'agrégateur est tout à fait logique que lui-même retire une grande partie de la valeur. Mais combien? C'est précisément ce que le marché, parce qu'il y aura un marché de la donnée, va pouvoir déterminer pour rendre à chacun sa valeur légitime dans la chaîne de valeur. Ensuite, sur les données d'intérêt général, type données de santé, on peut tout à fait imaginer que comme vous avez un droit de propriété, vous ayez aussi une expropriation possible pour motif d'intérêt général. De même qu'on peut exproprier les gens de leur lopin de terre pour construire une voie de TGV, vous pouvez exproprier les gens en cas d'épidémie ou je ne sais quoi de leurs données santé, mais simplement, là où ça me rassure quelque part, c'est qu'aujourd'hui, les services de la police, du fisc, etc., et c'est intéressant parce que le Conseil d'État, dans son rapport de 2014 sur le numérique, exclut la patrimonialité en disant, mais dans ce cas-là, ça va être beaucoup plus compliqué pour le fisc et la police de prélever les données des citoyens, ce qui, moi, me semble plutôt une bonne chose. Parce que, désormais, ce n'est pas face au juge administratif que la police et le fisc devront se justifier, mais face au juge judiciaire garant des libertés, qui dira, est-ce que votre expropriation est bien proportionnelle par rapport au motif d'intérêt général recherché? Et donc, ça donnera, le droit de propriété donnera une protection juridique à l'individu face à l'utilisation, y compris que les pouvoirs publics peuvent faire de ces données.